Je vais vous présenter donc tout de suite les personnes autour de cette table. Ils se connaissent tous très bien puisqu'ils sont membres du conseil scientifique du Théâtre de la Science. Donc ils ont l'habitude de se réunir une fois de temps en temps, peut-être pas tous les mois, je crois une fois par, enfin bon, en tout cas relativement régulièrement. Donc ils se connaissent. Alors Madame Goubaudiman, donc à vous l'honneur, puisque vous êtes la seule femme autour de cette table. Vous occupez alors vous de prospective, hein, alors, puisque nous parlons ce soir du futur et des représentations du futur. Évidemment, votre spécialité est particulièrement indiquée. Alors vous nous expliquerez en quoi ça consiste, parce que c'est pas forcément très clair dans l'esprit du public. On comprend ce que c'est que le futur, on comprend ce que c'est que les prédictions, on comprend ce que sont peut-être comment dirais-je, les représentations du futur faites dans certaines disciplines, mais la prospective en tant que science de ce qui va se passer, la façon dont on peut présenter le futur, je ne sais pas, enfin en tout cas vous nous direz comment vous envisagez cette spécialité. Donc vous êtes responsable d'un bureau d'études et de recherche et de conseil en prospective qui s'appelle Projective, qui existe depuis 1994. Voilà, vous êtes né en Franche-Comté. Vous travaillez auprès de Jacques Le Sourn et de Michel Godet, qui sont des grands noms de la prospective précisément. Et vous travaillez donc sur la construction du futur. Hein. Voilà, donc au sujet auquel vous avez consacré plusieurs ouvrages. Alors donc Patrick Baudry, je passe puisqu'il n'est pas encore avec nous. Je le présenterai lorsqu'il arrivera. Jean-Marie Cardeba, qui est donc à côté de vous, Fabienne Goubaudiman. Donc Jean-Marie Cardeba, lui, est économiste à Bordeaux 4. Il enseigne les finances internationales et l'économie au sein d'un laboratoire qui s'appelle le LAR, FI, je ne sais pas comment on dit, l'AREFI ou le LAREFI, voilà. Vous vous occupez beaucoup de responsabilités sociales des entreprises, de concurrence internationale, de commerce international. Vous êtes aussi associé donc à Bordeaux École de Management, donc l'école de commerce de Bordeaux, et vous vous occupez aussi de l'économie du vin. Alors je sais que le futur intéresse beaucoup le secteur vinicole, surtout en ce moment. Donc vous nous en direz peut-être un mot. Alors ensuite Christian Gilles, qui est donc à côté de moi, qui lui est un formateur, un pédagogue. J'ai dit c'est le pédagogue, le formateur. Il a un parcours, il nous dira, il a un parcours très adaptatif, adapté. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. C'est un instituteur de formation qui aujourd'hui s'occupe d'un cours de méthodologie auprès des élèves de l'INSEC, une école de commerce qui est assez pas très loin d'ici. Vous avez fait beaucoup de choses dans votre vie, vous nous direz d'ailleurs, vous détaillerez un petit peu parce que votre curriculum est abondant. En face de moi, Gérard Osterman, qui lui donc représente plutôt la partie médicale, les blouses blanches. Vous enseignez à Bordeaux 2, vous enseignez toutes sortes de choses. Vous êtes professeur de thérapeutique, vous êtes médecin interniste, vous êtes chargé d'enseignement dans cette université Victor Ségalen Bordeaux 2. Vous vous occupez de diététique, d'hygiène alimentaire, de conduite alimentaire, d'alcoolologie. Voilà, mais vous vous occupez aussi de toutes sortes de sujets de société. Vous avez écrit sur la famille, vous avez écrit sur le bonheur, vous avez écrit sur la douleur. Voilà, donc votre spectre est extrêmement large. Voilà, donc là, je pense que le futur, vous avez beaucoup de choses à dire, vous aussi. À côté de vous, donc Jean Petot. Comment présenter Jean? C'est un politiste, il est professeur donc à l'Institut d'études politiques de Bordeaux. Il s'occupe de l'analyse localisée des faits politiques. Je crois qu'il a fait un très beau travail sur le parachutage en politique. C'est un sujet qu'on ne connaît pas du tout à Bordeaux, le parachutage en politique. Il est expert aussi au Conseil de l'Europe. Il a ouvert une collaboration entre Sciences Po et l'école libre de Katowice, donc en Pologne. Il connaît très bien la Pologne et tous les pays de l'Est. Voilà. Et donc la science politique n'a pas de secret pour lui. Et enfin, Daniel Truongloy, qui est ici présent, qui lui est professeur de philosophie au lycée Camille Jullian.
lycée qui m'est cher, puisque mon fils a fait sa terminale de philosophie au lycée Camille Jullian. Donc, je suis très heureux de vous accueillir, Daniel Trongloy. Vous vous occupez beaucoup de culture scientifique. Vous faites partie de la délégation académique de l'action culturelle et vous faites partie d'un réseau du CNRS qui s'occupe donc d'action en sciences humaines et sociales à l'échelle du Grand Sud-Ouest. Voilà. Pardonnez-moi, mais ma présentation est un peu lacunaire. Je pense que dans le courant du débat, vous aurez l'occasion de préciser certaines des choses dont vous vous occupez. Alors, la première question, elle porte évidemment sur le sujet du futur, qui est un peu le sujet imposé cette année par le Théâtre de la Science. Nous sommes invités à conjuguer le futur avec le désir. Alors je vous avoue que ça m'a posé un petit problème, parce que je ne sais pas du tout si on peut désirer le futur, si le futur est désirable. Et j'ai cru d'ailleurs comprendre qu'au fur et à mesure que j'ai grandi, que plus je grandissais, moins le futur semblait désirable, parce que plus l'avenir semblait encombré de quantité de menaces. Alors c'est peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, c'est les uns et les autres de me donner en quelques mots votre représentation du futur. Si déjà cette notion vous paraît fondée, ce que vous mettez derrière, et si on peut conjuguer le désir et le futur. Fabienne Goubaudiman, vous êtes la première, alors, on a 2 micros, on en a 3, on va dire. Moi, j'en ai un. Je vais peut-être en garder un pour vous passer la parole, mais vous en avez 2. Alors, si vous pouvez vous partager le premier, tous les 3, et puis les 3 autres, vous partagerez le 2e micro. Merci. Alors, Fabienne Goubaudiman, le futur est-il désirable? Le futur est-il désirable? Dans la mesure où la prospective est l'art de réorganiser le présent pour préparer le futur, et que le futur en question, c'est celui que nous aurions choisi, il me semble hautement probable que ce futur soit désirable. Je dirais par définition dans ma discipline. Alors je rappelle juste que la prospective n'est pas une science au sens français du terme, c'est une discipline, par contre, avec un corpus de concepts, de méthodes et de pratiques. Très bien. Alors, Jean-Marie Cardeba, même question, même courte question. Donc le futur, la représentation grossière que vous en faites, hein, et puis est-ce que vous avez envie de conjuguer les 2 mots, désir et futur? Alors en tant qu'économiste, je ne me risquerai pas à une représentation du futur, vu les échecs nombreux et variés des économistes en cette matière-là. Donc j'aurai beaucoup d'humilité ce soir. Vous disiez tout à l'heure que les économistes s'étaient toujours plantés. Vous devez exagérer. J'exagère un petit peu, mais il y a quand même des cas assez fameux dans l'histoire économique. Mais simplement pour revenir au futur désirable, oui, le futur est désirable. À mon avis, il est hautement désirable. Quand on regarde la situation présente, on se dit qu'on ne peut pas faire pire. À partir de là, le futur est franchement désirable, bien sûr. Mais un futur différent. Bon, c'est une raison un peu négative, mais une raison quand même. Oui, mais enfin, encore une fois, regardons la réalité autour de nous. La situation actuelle n'est tout simplement pas tenable et on ne peut pas la continuer ainsi. À partir de là, il est urgent de changer. Et donc, ce changement qui est nécessaire sera, de mon point de vue, et je vais me faire un petit peu optimiste, au moins sur le moyen long terme, sera forcément un changement salutaire. Ou alors, on va dans le chaos le plus total. Voilà. Alors, je vais vous demander de passer le micro à votre voisin. Jean, alors le futur... Vous disiez tout à l'heure que la science politique n'était pas prédictive, hein. Donc est-elle capable de s'intéresser au futur? Et pourtant, effectivement, on lui demande très très souvent de prévoir et d'annoncer les résultats de la prochaine, voire des suivantes consultations. Je voudrais juste répondre finalement à cette relation entre un futur et le désir en citant une phrase d'un auteur qui a écrit en 1651, alors ça nous rajeunit pas si je puis dire, il s'appelait Balthazar Gracian, et il dit ceci dans le Criticon, il dit « Puisque l'imagination a le désir pour époux, elle conçoit toujours bien au-delà de ce que les choses sont en effet. » Après, je vais passer immédiatement la parole au psychanalyste, mais je rappelais que littéralement, le mot désir, ça signifie l'astre perdu. Hein, et que ça signifie, finalement, le désir, c'est le regret de l'absence de quelque chose. Voilà. Alors, Gérard Osterman, notamment, réagit tout de suite sur ce thème. Il me l'a volé, parce qu'en fait, c'est ce que je voulais dire de décidus, c'est-à-dire
on a perdu notre étoile et on se met en chemin vers notre étoile. Donc ce qui est important, c'est d'être en marche finalement. Mais d'être en marche, alors moi je parle en tant que de ma discipline, c'est-à-dire à la fois le médecin, un peu le représentant, je dirais, de la médecine dite scientifique, et puis à la fois le baladin de la psychanalyse, du côté de l'inconscient. Je crois qu'il faut s'interroger véritablement d'abord sur les représentations que l'on a de l'homme. Alors, effectivement, aujourd'hui, vous avez des gens qui pensent que, qu'est-ce que vous voulez, le corps, eh bien, le corps, c'est avant tout de la biologie, c'est des molécules, et c'est des molécules qui s'assemblent, c'est d'une fantastique complexité, mais ces gens-là s'intéressent peu à la parole, finalement. Et puis, vous avez ceux qui pensent que l'homme, c'est avant tout un être de parole, et que eux s'intéressent peu ou pas, finalement, aux découvertes biologiques. Alors, je crois que aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose qui pointe le bout de son nez, c'est bien ce dialogue, cette dialectique qu'il y a entre cette représentation biologique que l'on peut avoir de l'homme et puis la parole, parce que la parole baigne tout et toutes les choses, bien évidemment, depuis qu'on est sur la planète Terre. Je ne parle pas depuis la naissance, bien avant la naissance, déjà, on est baigné par la parole. Et je me rappelle de cette phrase d'un philosophe Canguilhem que je trouve magnifique. Il dit « Le hérisson ne traverse pas la route ». C'est magnifique, c'est une jolie phrase, parce que moi, j'ai la même expérience avec mon chien. Si vous voulez, avec mon chien, nous partageons une commode Louis XIII. Nous possédons une commode Louis XIII. Sauf que, effectivement, la commode Louis XIII, c'est l'héritage de ma femme, c'est toute une histoire, etc. Alors, je vais dire comme preuve, à chaque fois qu'on s'approche tous les deux de la commode Louis XIII, il contourne l'obstacle. Et pour lui, c'est un obstacle de bois, et pour moi, c'est tout un récit, c'est toute une histoire. Et je crois que c'est tout là le problème. Je crois que s'il y a quelque chose qui aujourd'hui pointe le bout de son nez dans cette question du futur, dans une culture de l'anxiété, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, je crois que ce qui est très important, c'est les liens, c'est-à-dire les théories de la complexité aujourd'hui, qui ne sont pas les théories de la complication, mais les théories de la complexité. Je crois qu'on est dans un monde de complexité et on est obligé de quitter un peu le raisonnement analytique où on découpe les choses, ce qui a permis la science quand même grâce à Descartes, pour aborder aujourd'hui des choses qui sont concentriques et qui sont organisées dans ce qu'on appelle un système complexe. Alors Daniel Truongloy, là, je pense que vous pouvez assez bien rebondir sur ce que vient de dire Gérard Osterman. Vous avez un micro là à côté de vous sur donc ce que vient de dire le psychanalyste et le médecin et sur la complexité. Donc, oui, moi je voudrais rebondir d'abord sur une première chose, si vous voulez bien, Christophe. C'est d'abord effectivement la définition que donnait Jean Petot à propos du désir, donc l'absence ou le regret en tout cas de l'absence d'un astre. Je veux dire que si le désir n'était pas désirable, eh bien, on perdrait effectivement un astre. Il ne faut pas oublier qu'un astre, ça sert d'abord à s'orienter. Et que le désir, il ne faudrait pas que ce soit quelque chose qui soit l'absence d'astre, c'est-à-dire un désastre. Et donc, c'est très important parce que de nos jours, on perd un peu le nord. C'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, il y a une chance par rapport à ce futur, c'est justement le rendre désirable. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est pour que cet avenir ne soit pas absolument désastreux, il faudrait absolument le rendre désirable. Faire comme si, en tout cas, on pouvait le rendre désirable. Alors, c'est une formule, je crois, bon, excusez-moi, je suis philosophe de formation, mais je crois que c'est ce que rappelait très bien Kant, quand il disait que si jamais, justement, on ne donnait pas de l'espoir, et Dieu sait si l'espoir, c'est quand même une forme, justement, de futur désirable, si, justement, les gens étaient désespérés, les desperados, alors justement, effectivement, la vie elle-même n'aurait plus de sens, le présent n'aurait plus de sens, et même l'héritage, fût-il celui d'héritage donc de Madame Osterman, eh bien cet héritage n'aurait alors plus du tout de sens. Il faut en tout cas donner au passé et à notre présent, je dirais, du sens, et pour lui donner du sens, il faut absolument rendre justement ce futur désirable. Désirable, oui. Voilà. Alors, donc Christian Gilles, est-ce que vous avez envie de rebondir là-dessus ou peut-être nous dire comment, parmi vos élèves, comment réagirait-il et quelle idée se font-ils de ce futur? Je reviendrai le pas désire-t-il? Je ne reviendrai pas sur mes élèves tout de suite, mais enfin, je voudrais continuer sur, d'une part, la parole et juste ce qui vient d'être dit, en me recentrant sur la notion de verbe, en fait. J'ai une formation de linguiste et donc je vais repartir sur le verbe parce que le futur est un temps, je réfléchis un peu en termes de conjugaison. Le futur est un temps de l'indicatif, qui est en principe le temps du sûr. Or, par définition, le futur n'est pas sûr. Donc, bien souvent, le futur va être du conditionnel.
Et je me suis amusé à conjuguer. Tout à l'heure, vous parliez, Christophe, de conjugaison. Donc j'ai conjugué et je me suis rendu compte que le futur, en fait, peut être un savant dosage de présent qui peut lui-même être bâti sur des reliefs de passé, lequel passé est parfois simple, parfois très composé, toujours antérieur, mais qui va nous amener sur un futur qui parfois peut être simple et souvent va être un futur antérieur. Donc en déclinant et en me rappelant toutes mes conjugaisons, j'en ai conclu que finalement le futur, qui est un temps de l'indicatif, risquera beaucoup plus d'être conditionnel, et je reviendrai un petit peu sur ce qui a été dit, sur ce qui est un peu le constat global que je pourrais faire, qui est de rendre, c'est par l'action que l'on peut avoir sur le présent que le futur pourra peut-être existera sûrement, mais qui pourra peut-être être ce que nous souhaitons d'en faire toujours. Alors il y a quand même dans le public, je crois que le public auquel s'adresse ce théâtre de la science et auquel nous nous adressons, dans le public, il est difficile de dire, enfin de détecter une grande appétence, on va dire, pour le futur, en tout cas en apparence. Alors est-ce que vous ressentez dans vos différentes disciplines, est-ce que vous ressentez une forme d'anxiété, d'appréhension? Est-ce que vous la ressentez et avec quelle nuance? Gérard Osterman, peut-être, est-ce que dans vos consultations, alors que ce soit des consultations sur la façon dont les gens se nourrissent, ou d'alcoolologie, ou dans ce domaine de la santé, par exemple, est-ce que les gens se représentent l'avenir comme le futur, comme un moment où ils vont pouvoir s'épanouir, améliorer les choses, se sentir mieux? Est-ce que leur vie sera meilleure, ou est-ce qu'au contraire ce futur possède une ombre un peu menaçante, entretenue peut-être par une atmosphère générale, par des on-dit, par des conversations en boucle, par une atmosphère générale qui serait pas très bonne? Alors, moi, je trouve que vous posez très très bien la question, là, parce que c'est vraiment ce que l'on ressent, et je ne suis pas le seul, hein, en tant que praticien, à écouter un peu la souffrance des gens, leur anxiété. Je parlais d'une culture de l'anxiété qui est reliée par les médias, faut bien le dire aussi, et qui fait qu'aujourd'hui, l'ennemi est tapis au fond de l'assiette, par exemple, si vous parliez de l'alimentation. Il faut reconnaître qu'on est quand même dans un moment où les folies alimentaires nous bousculent. Je reviens d'un colloque avec Jean-Marie Pelt à Lille, où il y avait également Pierre Veil, qui est un ingénieur agronome et qui a écrit Mon assiette, ma santé, ma planète, et Tous gros demain, 10 kilos de trop, 40 ans de mensonges. Vraiment 2 ouvrages majeurs à lire. Et qu'est-ce qui nous montre, par exemple, Pierre Veil dans ses communications, qu'actuellement, McDonald's, je le cite, hein, j'ai pas peur, propose dans les Big Mac de mettre des statines, parce que le problème, c'est le cholestérol. Alors, vous mangez du hamburger qui fait monter de votre taux de cholestérol, mettons les statines directement dans le hamburger. C'est-à-dire qu'on est dans l'aberration aujourd'hui, si vous voulez, où non seulement on fait des erreurs environnementales, là encore, on ne tient pas compte de l'environnement, on ne tient pas compte de la dimension systémique des choses, donc on n'a pas une agriculture santé, ou du moins elle va apparaître à mon avis, parce que je suis quand même un peu optimiste, mais on corrige l'erreur par d'autres erreurs. Et ça, les gens le sentent, si vous voulez. Confusément, ils ne savent plus comment se repérer. Et quand on en a ras-le-bol, on ne peut pas être bien dans son assiette, on est bien d'accord. Bon, c'est un jeu de mots facile, mais il y a quand même du vrai. Il y a cet aspect-là sur le plan de la nutrition. Il y a l'aspect également qui me paraît très fort sur le plan sociétal, et j'espère qu'on verra bientôt notre ami Patrick Baudry sur le plateau, parce que je trouve que les gens se sentent isolés. Il y a un isolement terrible. Je ne parle pas de la solitude, qui est bien autre chose. Être seul avec soi-même, bien avec soi-même, est au fond plutôt une qualité. Mais non, il y a de l'isolement. Et là, dans cet isolement, il y a un manque terrible qui apparaît. Et ce manque, eh bien, aujourd'hui, on est dans une société addictive. Parce que je pense que structurellement, on est des êtres d'addiction. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui vont de l'alimentation au comportement, etc., qui montrent que, là aussi, il y a un dérèglement qui se fait, mais aussi pour une autre dimension dont probablement le philosophe et le sociologue parleront, qui est la dimension temporelle. On est dans une tyrannie de l'urgence. Et moi, ce qui m'énerve profondément dans la dimension du futur et de l'avenir, c'est qu'on dit, attendez, on court à la catastrophe, il faut réagir vite. Donc on n'a pas pensé avant,
on va réagir vite. C'est-à-dire qu'on ne va pas penser maintenant, il est trop tard pour penser, donc on n'aura pensé jamais. C'est très bien. Non, je crois qu'il ne faut pas être dans le rouge de l'urgence, parce que l'urgence ne nous donnera rien du tout. Il ne faut pas être dans l'idéologie non plus. Il faut être dans quelque chose qui pose la question de comment penser les choses. Ça me fait penser, oui, parfois c'est des humoristes qui ont les plus belles pensées. Je pense à Francis Blanche qui disait « Il est temps de plutôt penser le changement que de changer de pansement. » Voilà, c'est un peu de cet ordre-là. Hein. Est-ce qu'on pense le changement? Mais le changement, c'est dans le présent qu'on le pense. C'est pas dans une projection comme ça, un peu idéale, du futur. Hein. Je crois que c'est là, c'est maintenant. Alors, la façon dont on aborde les choses. Alors Fabienne Gouaudimant, peut-être, vous pouvez réagir là sur cette organisation, sur cette question de méthode. Oui, je peux réagir, mais le problème c'est que nous parlons de deux choses qui sont radicalement différentes. Alors qu'est-ce qui est différent? Voilà, exactement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire vos questions concernent la prédiction, voire le champ de la prévision, oui, qui est un champ extrêmement particulier. Alors expliquez-nous la différence. Bâti essentiellement dans les années 50 sur la base de modèles mathématiques. On avait à l'époque l'arrogance de penser qu'on pouvait modéliser le monde et la manière dont le monde se transformait par le biais, on va dire grossièrement, de formules mathématiques, hein, et qu'ensuite il suffisait de varier des curseurs pour avoir un certain nombre d'alternatives concernant le futur. C'était ce qu'on appelait de l'extrapolation. Or, ça fait à peu près maintenant 30 bonnes années que plus personne, en tout cas dans le domaine de la prospective, ne fait de l'extrapolation. Donc nous sommes en train de parler de quelque chose... C'est un mot qui a mauvaise presse d'ailleurs. Hein. Et pour cause, puisqu'en réalité, l'extrapolation est totalement impossible. Ça n'est possible que si on admet qu'effectivement le futur est linéaire. Le temps lui-même est linéaire. On prolonge bêtement des courbes, c'est ça. Hein. Or ce n'est pas le cas. On sait qu'aujourd'hui, s'il devait être quelque chose, il est exponentiel. Et qu'à partir du moment où il est exponentiel, il est plus possible d'appliquer des calculs qui sont des calculs fondés sur une logique linéaire. On peut prendre l'exemple, par exemple, des prédictions démographiques, par exemple, de la planète. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, puisque les prédictions démographiques, la cohorte C'était bien sur laquelle on a bien fait des extrapolations démographiques par le passé. Oui, mais les cohortes sur lesquelles on se base sont déjà nées. Donc on n'est pas en train de parler du futur, on est en train de parler du comportement d'un certain nombre de populations déjà nées. On n'est pas en train de faire des spéculations sur ce qui pourrait se passer. On est simplement en train de tirer. On voit que la fécondité peut monter jusqu'à un certain niveau, que la tendance générale des pays européens en matière de fécondité est en train de chuter, ce qui n'a pas empêché que cette chute soit apparue dans les années 90 et que dès les années 2000, nous nous soyons retrouvés en tête du peloton, alors que c'était pas prévu à l'origine. Donc même là, on commet des erreurs. Simplement, la différence, c'est qu'on n'est pas dans de la prédiction, puisqu'on est en train de parler de choses qui existent déjà, de cohortes déjà nées. La prédiction, c'est lorsque l'on parle de choses qui ne sont pas encore arrivées et qui pourraient se produire dans le futur. Donc là encore, ne confondons pas prédiction et prévision. D'accord. Voilà. Et donc la prospective, elle ne se fonde absolument pas là-dessus. Donc nous parlons de totalement autre chose quand nous parlons du futur. Alors de quoi parlez-vous? Alors, quand nous parlons du futur, nous parlons de la manière dont nous pouvons, par exemple, mettre en œuvre... Alors, mon champ plus particulièrement, c'est le champ du public, puisqu'à l'origine, je suis politologue. C'était encore l'époque où on ne parlait pas de politiste, donc je suis politologue, puis sociologue, puisque c'est dans ce domaine que j'ai fait mon doctorat. Donc nous, on travaille sur des choses très concrètes qui sont comment, par exemple, on va mettre en place une nouvelle politique du logement, qu'est-ce qu'elle va concerner, ou pourquoi est-ce qu'on devrait faire passer une route par ici plutôt que par là, au regard des évolutions à 30 ou 40 ans, puisque une route, vous la construisez au moins pour 70 ans, voire 80. Nous travaillons sur les changements climatiques, on travaille sur la faim, sur la pauvreté, sur un ensemble de grands problèmes de développement local, de choses très pratico-pratiques sur lesquelles il n'y a pas d'extrapolation à faire. Il y a à savoir qu'est-ce qu'on veut pour notre société. Vous ne voulez pas demain. me dire si on va faire le grand contournement de Bordeaux, par exemple? Ça m'intéresse. Non, je ne vous le dirai pas, mais vous pouvez le demander au président de la CUP. On a posé la question à Sud-Ouest ce matin. Sud-Ouest a posé la question ce matin. Est-ce qu'il faut faire est-ce qu'on peut prospectivement savoir s'il faut faire ou pas le grand contournement? On peut faire un tableau d'aide à la décision qui vous dira si pour 2030, ça va changer quelque chose ou pas de faire ce contournement. C'est-à-dire qu'on va faire effectivement un scénario en disant on ne fait pas le contournement, voilà donc la prolongation un peu de choses près des tendances actuelles, ce qu'elle pourrait donner. Maintenant, faisons ce contournement, qu'est-ce que ça va changer? Et on va regarder les différents éléments qui vont changer et si ces éléments auront encore de l'importance d'ici 30 ans. Parce qu'en fait, la vraie question, c'est ça. Donc aide à la décision. Aide à la décision, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. C'est ça notre métier, c'est pour ça qu'on est payé. Alors, Jean-Marie Cardebas, j'aimerais que vous réagissiez donc à ce que viennent de dire les deux
nos deux précédents interlocuteurs, sur la prospective et puis sur ce qu'a souligné Gérard Osterman à l'instant. Par rapport au ressenti des gens que je côtoie, notamment en tant que professeur, c'est vrai que je suis quand même très frappé par le conservatisme des jeunes, de nos étudiants. Je ne sais pas si Christian le ressent également, mais je suis très frappé par... alors c'est presque plus de la résignation que du conservatisme, c'est-à-dire qu'ils n'envisagent pas d'autres futurs possibles. Et ça me paraît tout à fait navrant. Alors je ne sais pas si c'est le poids de la société qui les écrase ou si c'est de la fainéantise intellectuelle, peut-être un peu des deux, mais ils sont d'un conservatisme absolu et ils se laissent aller comme ça dans le temps, sans pouvoir imaginer qu'un autre futur, un autre monde puisse se mettre en place progressivement dans cette décennie 2010. Alors ça, c'est quelque chose qui me frappe, cette prolongation de tendance stricte et cet air très étonné quand on leur dit mais attendez, si on regarde un petit peu l'histoire économique, chaque grande crise, la crise de 29, les chocs pétroliers des années 70, a créé de fait un changement de modèle économique. Et ça s'est passé sur un laps de temps relativement court, finalement, sur 10-15 ans. Et quand on leur dit ça, on se projette de la crise des subprimes qui arrive à la fin 2007, d'un point de vue strictement financier, on en arrive à 2022, quelque chose comme ça. Et en 2022, ils seront dans un monde différent. Ils seront, ma foi, encore relativement des jeunes gens, à moins de 40 ans, et ils devront faire avec cet autre monde. Et je suis frappé par le fait que ça ne les intéresse pas plus que ça de le bâtir maintenant, cet autre monde. Donc déjà, j'ai cette représentation d'un futur plat à laquelle je suis confronté vis-à-vis des jeunes. Ensuite, d'un point de vue strictement disciplinaire, la science économique est une science extrêmement technique. On utilise en permanence des modèles mathématiques. C'est le b.a.-ba de mon métier, de faire tourner des modèles sur des logiciels de plus en plus perfectionnés, etc. Et dès qu'on a un nouveau processeur, c'est génial parce qu'on gagne 10 secondes sur un calcul. Donc c'est vraiment une avancée majeure. Néanmoins, c'est aussi technique qu'archaïque parce que justement, on fait partie de ces gens qui continuent à faire une sorte d'extrapolation. Alors quand même, comme les économistes s'adaptent, avec beaucoup de retard parfois, mais s'adaptent, maintenant on introduit dans nos extrapolations des mouvements browniens, des variables totalement aléatoires. On appelle ça les signes noirs en fait. Les signes noirs, c'est l'événement complètement invraisemblable qui peut se passer, qui va se passer et qui va nous faire changer totalement d'équilibre. Alors, d'une certaine façon, ça rejoint un petit peu la théorie du chaos et le battement d'aile du papillon. Et auquel cas, on en arrive dans des modèles mathématiques à une impossibilité de conclure. Puisque finalement, si on introduit un élément purement aléatoire qui choque le modèle de façon à l'amener sur des trajectoires complètement invraisemblables, on a un spectre de possibilités futures qui est totalement étendu, si vous voulez. Et à partir de là, on se retrouve dans l'impossibilité de conclure. Les économistes aujourd'hui sont incapables de donner des prévisions véritablement fiables et je crois qu'il faut d'ailleurs arrêter d'essayer de donner des prévisions. Il faut revenir sans doute à une science économique qui serait véritablement une science humaine et qui n'essayerait pas de singer les mathématiques pures et dures. Une dernière chose, si vous me permettez peut-être, pour vous dire jusqu'où on va en termes d'extrapolation de tendance. Vous savez que pour prévoir sur les marchés financiers les cours boursiers futurs ou les taux de change ou quelque chose comme ça, il y a quand même 200 ans de sciences économiques derrière nous qui permettent d'élaborer des modèles de pensée tout à fait intéressants. Mais ce qu'ont trouvé de mieux finalement les traders, c'est de faire ce qu'on appelle du chartisme. Alors c'est quoi du chartisme? C'est de faire des dessins finalement, où on grave tout simplement l'évolution d'un cours dans le temps. Et puis si on reconnaît une figure qu'on a déjà vue auparavant, il y en a une qui s'appelle Head and Shoulders par exemple, donc les épaules, enfin la tête et les épaules, donc si la courbe fait quelque chose comme ça, à ce moment-là le dessin va s'unir et on anticipe que ça va faire comme ça. Donc on a des épaules, une tête, et puis on va redescendre de la tête vers l'épaule et ainsi de suite. Tous les chartistes. C'est quoi comme démarche mentale? Ça, c'est un manque d'imagination complet. Totalement. C'est la soumission. C'est la soumission. C'est le mouton. C'est le raisonnement du mouton. Ouais. Je vois un mouton partir par là, et hier la courbe elle a fait ça, donc demain, elle fera ça aussi. Et dès que c'est au premier qui dira ça je connais, tiens.
je vais le reproduire. Donc ça va monter, donc je vais acheter. Et C'est un, comme j'achète, ça fatalisme, monte. c'est un fatalisme donc sur ce qui peut se passer. C'est du mimétisme pur et dur. Mimétisme et fatalisme. Et on applique simplement des schémas, mais au sens premier du terme, au sens graphique du terme, si vous voulez. Et c'est ça qui fait toute la finance mondiale aujourd'hui, c'est l'analyse chartiste. Donc pour vous dire qu'à la fois c'est extrêmement perfectionné, parce que derrière il y a des programmes informatiques qui se doivent d'être les plus rapides, parce que le premier qui identifie le dessin, c'est celui qui va investir le premier et qui va faire le maximum de valeur. Mais en même temps, c'est d'un archaïsme fou et c'est d'une pauvreté intellectuelle absolument fabuleuse. Et donc, est-ce que ça veut dire que si tout le monde raisonne comme ça, il y a toutes les chances pour que le dessin se termine effectivement de la façon dont on l'avait prévu? C'est parfaitement autoréalisateur. D'accord. C'est ce qui fait que Prédiction tout le monde autoréalisatrice. tout le monde se congratule sur les marchés financiers en disant tiens, tu vois, j'avais prévu que ça allait augmenter, j'ai acheté, tout le monde a acheté, puisque tout le monde avait prévu que ça allait augmenter, et voilà où on en arrive. Là, par exemple, tout le monde a prévu que l'Irlande allait se casser la figure. Et les grandes agences de notation, qui avaient donné d'excellentes notes aux produits subprime, sont en train de dégrader monstrueusement donc l'Irlande va se casser la gueule, puisque on pense qu'elle va se casser la l'Irlande gueule. va être asséchée financièrement, totalement asséchée. Jean, est-ce que les étudiants de Sciences Po sont aussi conservateurs que les étudiants de Bordeaux 4 Je pense qu'il y a des altermondialistes quand même à l'IEP qui ont un petit peu d'imagination. Hein. Je ne sais pas si le fait d'être altermondialiste Non, je plaisante. Mais... signifie qu'on n'est pas conservateur quelque part. Mais c'est une question de recherche déjà. Bon, je crois que les étudiants, ils sont finalement, comme toutes les générations qui ont pu, comme on dit, non pas avoir 20 ans dans les Aurès, mais avoir 20 ans dans la crise, qui est une espèce de phénomène récurrent d'ailleurs, quand on écoute depuis maintenant 30 ans, 35 ans, 40 ans, bon, on évoque cette question de la crise. Bon. En même temps, je crois qu'il ne faut pas, effacer d'un trait des processus qui sont des processus qui s'inscrivent dans le temps long. Ce que tu évoquais sur le fait que finalement il y a des raisonnements de moutons, d'une sorte de grégarisme finalement. Il y a un certain nombre de philosophes et de penseurs, je pense en particulier à René Girard, qui ont parfaitement bien montré qu'il existe des conduites, des pratiques qui sont fondées sur le désir mimétique, et sur la reproduction mimétique. Et même Michel Aglietta, récupérant les travaux de René Girard sur la création de monnaie et sur en dimension économique, a intégré cette dimension-là. C'est-à-dire que l'envie d'obtenir le même, de désirer le même, puisqu'on parle du désir, le même que l'autre, quoi. Ça, c'est quelque chose qui est fondateur dans nos sociétés. Et donc ça met le futur sur des rails. Et quelque part, ça crée ce qu'on appelle en sciences politiques, on appelle ça la dépendance au sentier, c'est-à-dire que, évidemment, c'est le principe du sentier de chèvre, évidemment, les institutions, les groupes plus ou moins informels, bon, les grandes organisations, vont avoir tendance à reproduire des routines parce que, finalement, c'est comme ça qu'on sait faire. Mais quand on y réfléchit un peu, en réalité, la marge de manœuvre, elle est marginale, pour le coup. Alors c'est vrai que Foucault, pour revenir aux fondamentaux, disait que la marge faisait partie de la page. Fondamentalement, c'est vrai que la marge est dans la page. Et quand on écrit, vous savez, comme les moines copistes qui passaient une vie entière à recopier un livre. Il y a des choses tout à fait fascinantes quand on regarde les manuscrits du Maténa d'Aran à Erevan en Arménie. On voit ces bouquins extraordinaires qui ont été recopiés par toute une vie de moines, un livre. Comme ils s'emmerdaient parce que c'était pas forcément très drôle, ils dessinaient dans la marge. Et les dessins extraordinaires avec les couleurs absolument prodigieuses, ils se retrouvent dans la marge du texte. Donc, ce qui prouve bien qu'on peut s'écarter du sentier. Tout à l'heure, j'aimais bien le mot baladin de quelque chose, pour se balader ou pour batifoler. Mais en même temps, c'est vrai que quand on est jeune aujourd'hui à 20 ans, et à l'âge de 20 ans, je ne suis pas sûr qu'on ait forcément envie de batifoler quand il s'agit de se projeter dans une situation professionnelle, etc. C'est là qu'il y a toujours des contradictions. Finalement, ce sont des désirs contradictoires. Alors, et le désir de futur, je termine, le désir de futur,
c'est vrai que par exemple en politique, je ne parle pas de la science politique, mais en politique, il est constamment évoqué. Si on réfléchit quelques secondes, vous avez toujours des expressions qui parlent du lendemain. Ce qu'on appelle des pensées téléologiques ou des pensées eschatologiques, hein, qui essayent de prévoir la fin. Les lendemains qui chantent. Demain, on rase gratis. Je vous promets du sang et des larmes. C'est pas drôle comme prédiction, enfin, comme futur. Bon. Mais ça fait partie du discours politique. Le politique, il passe son temps à essayer on dit de promettre, de proposer des choses. Un programme politique, c'est quelque chose qui est projeté dans le futur. Alors, ça, c'est consubstantiel et la presse, elle, se passe son temps à détecter les promesses non tenues et à reprocher les promesses non tenues. Et donc à renvoyer donc, au passé des promesses non tenues. Donc ce futur est un peu démonétisé, du coup. C'est-à-dire que je pense que ça doit contribuer à démonétiser, on revient sur la question précédente, en tout cas à décrédibiliser et à faire que finalement, je ne suis pas sûr que justement, il y a un désir de futur, incontestablement, une envie que ce désir soit véritablement désirable, mais d'une certaine façon, l'opinion publique, le sens commun, c'est une sorte de scepticisme par rapport à ça. Il y a envie d'y croire, il y a envie de marcher, il y a envie de fonctionner. Changer la vie, 1981, ça fonctionne du feu de Dieu. Puis bon, travailler plus pour gagner plus, ça fonctionne un peu du feu de Dieu. Fondamentalement, tout ça, ça montre ses limites, mais ça va repartir aux prochaines élections. Parce qu'il y a une envie, quoi. Alors, Daniel Truongloy et Christian Gilles, là, qui sont aussi au contact quand même d'élèves, d'étudiants, et peuvent peut-être rebondir là sur ce que Jean-Marie Cœur-de-Batte et Jean Petot ont dit du conservatisme des élèves ou de leur représentation de l'avenir. Oui, alors bon, moi j'ai la chance de travailler dans une structure assez spéciale qu'on appelle les classes préparatoires, donc je m'adresse un peu à des jeunes, si vous voulez, qui sont déjà hyper sélectionnés, hein. Mais j'ai envie de les défendre, ces jeunes, parce que je les trouve très, je trouve mes gens très durs avec ces jeunes. Non mais, oui, voilà, c'était Jean-Marie. Jean-Marie oui, alors bien sûr, bon, comme dans toute couche de la population, il y a des grégaires, il y a des gens qui savent faire, puis il y a des gens justement qui font faire, il y a aussi des gens qui sont innovants. Bon, il faut aussi accepter que les jeunes, justement, certains effectivement soient grégaires. Moi, j'ai des étudiants qui, de toute façon, ne sont que sérieux. Ça, c'est clair. Et on leur demandera, de toute façon, de n'être que sérieux. Ça, il faut aussi le dire. Mais j'en ai d'autres qui ont des idéaux, par exemple. Eh bien, quand on réfléchit sur la notion d'idéal, bon, c'est une notion bien sûr risquée, contradictoire, ambiguë. Mais il n'empêche que des jeunes qui ont des idéaux, ça vaut le coup, quoi. Ça vous met la pêche, hein, quand on va en cours, on va discuter avec eux. Il y a des jeunes qui veulent effectivement bouleverser le monde. Ils ont encore un désir de révolution, pour parler comme Jean Petot. Hein, ils ont envie de bouger les choses. Alors bien sûr, on sait que ce désir d'avenir, ça peut être aussi un désert d'avenir, ça on l'a vu. Ça peut être aussi quelque chose qui montre que la jeunesse, c'est par définition cette tranche de la population pour qui l'avenir n'est pas bouché. Un jeune, c'est quand même celui pour lequel ou devant lequel tous les possibles sont là. Et c'est ce qu'on essaie un peu de leur dire, en tout cas, je crois, d'un point de vue professoral, pour leur dire qu'effectivement, le concours auquel on les prépare, ça peut être un concours difficile, ça peut être un concours de circonstances, mais à chaque fois aussi, pour eux, c'est dans l'avenir, c'est vers l'avenir qu'il faut qu'ils le construisent. Voilà, moi, j'avais un peu ce sentiment-là par rapport à eux. En tout cas, même quand j'en ai un sur une promotion de 40, ça rend l'année quand même un peu plus, je dirais un peu moins dure. Parce qu'on travaille beaucoup avec eux, ils travaillent énormément, ces jeunes. Je trouve que la société française est très très difficile avec sa jeunesse. J'ai moi-même des enfants, je trouve qu'on leur demande beaucoup à l'école, mais beaucoup. J'ai l'impression parfois d'avoir des petits Chinois devant moi, pour tout vous dire. Et puisqu'au lycée Montaigne, il y a aussi justement des Chinois. Ils travaillent très bien d'ailleurs. Oui, ils travaillent très bien, mais ils travaillent aussi beaucoup. Alors c'est pas parce qu'ils travaillent plus qu'ils gagnent plus, c'est parce qu'ils travaillent mieux qu'ils gagnent mieux. Hein. Ça, il faut aussi le rappeler. C'est que la loi du travail n'est pas une loi quantitative, c'est une loi qualitative. Il y a des physiciens dans la salle, ils nous le rappelleront. Donc ça, c'est quand même très important. Enfin, moi, je voulais un petit peu quand même montrer que cette jeunesse, elle a raison finalement de
de porter de l'avenir. Alors, bien sûr, c'est parfois maladroit, faire des blocus, machin et tout. Bon, mais en tout cas, il donne la pêche, quoi. Et ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Alors, Christian Gilles, est-ce que l'avenir des jeunes de l'INSEC, c'est l'avenir de tous les possibles? Qu'est-ce que vous leur dites, vous, dans vos conférences de méthode? Je vais leur dire, bien sûr. Vous leur dites comment faire aussi, pour que tous les possibles s'ouvrent? Je rejoindrai à la fois ce que dit Jean-Marie et ce que vient de dire mon voisin, effectivement, en modulant un petit peu. Ce que je peux constater, il y a d'une part cet aspect relativement grégaire et suiviste. Ce qui, à moi, m'interpelle un petit peu, c'est qu'en fait, ils sont aussi les héritiers d'un enseignement qui est lourd, qui est, à mes yeux, formateur, avec 2 T. Avec, disons, l'héritage d'un formatage qui est lourd à gérer. Et ce qui m'étonne un petit peu, et ce à quoi je n'ai pas forcément de réponse, c'est que on leur demande à ces jeunes-là, à la fois à l'INSEC, mais aussi à la sortie des classes prépa, on a des prépas qui viennent chez nous, on leur demande, et je leur demande quand je les accueille pour le séminaire de rentrée de l'INSEC, du jour au lendemain de devenir originaux, créatifs, inventifs, alors que pendant les quelques 10 ans qui précèdent, on ne leur a jamais demandé ça, on ne leur a jamais permis ça, on ne leur a jamais appris. Alors, est-ce que ça peut s'apprendre, la créativité? Je ne sais pas, je crois que ça peut se laisser développer. Et je déplore, moi, au très fond de moi, avec mon passé d'instituteur et mon présent de prof en école supérieure de commerce, je déplore fondamentalement, par exemple, une forte diminution de l'enseignement des activités créatives, de la musique, de l'expression orale, du théâtre, de l'éducation physique, de l'expression corporelle même, qui, pour moi, collabore effectivement de l'appropriation par les futurs étudiants et les futurs adultes d'un potentiel de créativité, tous azimuts, qui passe par le langage, qui passe par le corps, qui passe par tout cela, et qui, effectivement, fait qu'il ne s'octroie pas le droit, je crois, d'avoir des idées. Il y a très longtemps, c'était dans les années 80, je m'occupais d'un BTS de communication publicitaire, et une jeune fille m'avait dit à l'époque, apprenez-moi, monsieur, à avoir des idées. Et j'avoue que j'étais un peu désemparé parce que je ne sais pas apprendre à avoir des idées. Je peux laisser un champ sur lequel on va semer des idées qui vont peut-être poindre. Je ne sais pas apprendre à avoir des idées. Et je crois que ça peut passer aussi par, pour moi, par la culture, par l'éducation, par l'enrichissement des connaissances. Et ça va se heurter à ce que Gérard évoquait tout à l'heure, qui est l'hyper-complexité du monde dans lequel on est. Et il y a une lecture du monde qui est tellement difficile que parfois nos jeunes sont un peu désemparés. Je pensais en vous écoutant à Paul Nizan, qui disait « Je ne laisserai personne dire que 20 ans est le plus bel âge de la vie ». Je crois que c'est vrai parce que les jeunes avec lesquels on travaille maintenant, il faut qu'ils soient bons partout, quoi. Il y a une exigence lourde, il y a peu de droit à l'erreur, il y a une société dans laquelle on a évincé l'échec. Or, moi, je crois que dans toute tentative, dans tout apprentissage, il faudrait apprendre à réintégrer l'échec pour que ça soit non pas de la normalité, mais que ça puisse faire partie des risques à courir, et que si l'échec est intégré, on peut rebondir plus facilement, par exemple, vers d'autres pistes. Fabienne Goubaudiman, est-ce que pour faire de la bonne prospective, il faut des jeunes très créatifs, j'imagine, non, pour ouvrir des pistes, pour faire un travail fécond, pour pas se contenter de prolonger bêtement des courbes et faire des pronostics stupides. Est-ce que la créativité n'est pas indispensable, et quelle est votre position là-dessus? Alors, elle est indispensable. Je voudrais juste terminer, si vous voulez bien, le tour, parce que ça fait 20 ans que j'enseigne en école d'ingénieur, et donc j'ai une expérience relativement différente avec mes ingénieurs, alors différente sans doute des économistes, mais qui va rebondir quand même dans le sens général. C'est-à-dire que mes étudiants, quand je commence à les faire travailler en prospective, leur posture, c'est une posture d'enfermement dans un formatage mental. Ça, c'est très clair. Mais dès qu'on a fait sauter le verrou, là, ils sont créatifs. Et je pense que les vôtres en économie seraient sans doute les mêmes. C'est-à-dire qu'on les contraint par notre type de formation à être dans une ligne droite. Et même si ma jeunesse est assez loin, je me souviens d'avoir eu exactement les mêmes contraintes à Sciences Po. Quand j'en suis sortie, j'étais dans la capacité totale d'innover ou d'inventer quoi que ce soit. J'étais un puissance en matière de théorie
politiques qui n'ont strictement rien apporté dans le monde réel, puisque ce n'était pas ma voie, en l'occurrence, de développement. Mais clairement, c'est un enfermement dans la connaissance. Et on a mené, dans le cadre donc de la recherche en prospective, des études ont été menées à la fois en France, aux États-Unis et en Australie, mais c'est surtout avec l'Australie que j'ai le plus travaillé, sur la période à laquelle les enfants sont les plus créatifs. Et on s'est rendu compte que c'est l'équivalent chez nous CM1, CM2, c'est-à-dire en gros 9 ans, 10 ans, que l'on a lorsqu'on les fait travailler sur, par exemple, raconte-moi ta ville quand tu auras l'âge de ton papa. Et à ce moment-là, on a des choses qui sont absolument extraordinaires en termes d'innovation, de choses, mais vraiment qui décoiffent littéralement. Ils inventent des choses extraordinaires. Et vous refaites l'exercice avec des jeunes de 15 ans ou de 14 ans, en général on fait puis donc collège, puis lycée, 18 ans, et à chaque fois, vous voyez l'effondrement des taux de créativité. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et ils ont eu la même chose en fait en Australie, dans l'étude miroir et aux États-Unis, que plus on leur fait passer de connaissances, plus ils engramment de connaissances, et plus cela vient enfermer leur imaginaire dans une espèce de gang, où à la fin on se demande, est-ce qu'on a fini par tuer l'imagination, ou est-ce qu'elle est simplement enfermée? Moi j'avoue qu'aujourd'hui, c'est une des grandes interrogations de mon demi-siècle. Alors, Gérard Osterman, c'est quoi, vous le sentez, vous, ce verrou là dans lequel comment est-ce qu'on fait Fabienne Goub-Audimont avait l'air de dire que c'était pas difficile de faire sauter le verrou, qu'il sautait tout seul, que c'était un verrou, qu'il fallait le faire sauter, mais enfin, il y a pas 36 verrous, il y en a un, c'est ça? Il n'y a pas forcément une recette pour le faire sauter. Moi, je sais qu'à travers la prospective, j'arrive à faire des choses parce qu'on est toute une communauté internationale qui travaillons dans ce sens, mais est-ce que ça marcherait pour des étudiants en économie ou en philosophie ou autre chose? Je n'en sais rien. Moi, je connais juste mes ingénieurs, c'est tout. Oui. Alors, Gérard Osterman, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que d'abord, le fait d'avoir recentré les choses autour du problème des jeunes, de ce qui se passe chez les jeunes, pour parler du futur, ça me paraît essentiel. Donc ça, c'était une question totalement primordiale. Je pense, moi je partage un peu l'avis de mes amis là sur ce qu'on peut observer parfois. Comme on dit, pourquoi l'adolescence se trahit comme une nouille géante, ne fait rien de ses 10 doigts et roule des pétards, etc. Alors, il y a même des études scientifiques qui disent parce qu'ils ont le striatum mou, c'est-à-dire qu'ils ne sécrètent pas assez de dopamine. Bon, il y a des études scientifiques qui sortent, qui sont très sérieuses. Bon, donc ça expliquerait peut-être une apparence de conservatisme. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que les jeunes actuellement ont très naturellement, dans cette génération dite Internet, une relation à l'interdépendance et à la complexité, beaucoup plus que nous. De sorte qu'ils font des liens très naturellement, et je suis convaincu, et là c'est pas de la prédiction, Internet va disparaître, on est bien d'accord. Je m'explique. Là, oui, je vous ai interpellé là. Internet va disparaître parce que Internet va être intégré, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'ira pas sur Internet. Tous les objets autour de nous seront dans cette communication informatique, c'est-à-dire dans une communication informationnelle. Enfin, ça va arrêter de nous obséder, quoi. On va penser à autre chose. Mais c'est ça. Comme l'électricité, si vous voulez, à un moment, on parlait des centrales électriques. Aujourd'hui, l'électricité va être décentrale, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont produire, il y a des gens qui vont être dans l'échange. Internet, ça va être pareil. C'est-à-dire que c'est une circulation informationnelle. Mais là, les jeunes, si vous voulez, regardez, quand vous les voyez déjà à 6 ans, on va plus faire jouer à la Barbie. On a une Barbie virtuelle maintenant. Et ça existe. Tous les progrès comme ça sont en train de... Ça, c'est pas non plus une vision complètement folle. Quand on dit aujourd'hui que vous allumerez votre poste comme ça, votre poste de télé, vous l'allumerez comme ça, vous le fermerez comme ça, on change de chaîne comme ça, ça existe. Quand le passeport sera dans la rétine, dans l'œil sera le passeport, la puce dans le doigt, etc. Tout ça sont des choses qui déjà sont là. Mais pardon, juste un mot, vous avez parlé de progrès là à l'instant, vous avez utilisé le mot progrès. Oui. Ça va être la Barbie d'avant, la Barbie d'après qui est virtuelle. C'est un progrès. C'est une évolution, mais est-ce que c'est un progrès? C'est une évolution. Alors, la question après parce que c'est un peu la question que les gens se posent. Est-ce qu'on est vraiment en phase de progrès ou est-ce qu'on est en phase simplement d'évolution qui nous dépasse ou qui nous agace ou même qui sont complètement absurdes? Tout à fait. C'est-à-dire, le danger de ça, c'est la perte de la relation, ce que j'appellerais à l'environnement, à la nature. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des philosophes, et tu ne me démentiras pas, mais il y a des philosophes qui nient la nature. Ça va. Il y a des penseurs qui nient même la conscience. Là, je peux donner mes références, si vous voulez. Parce qu'ils réduisent la conscience à du savoir. Et que la nature, ils la réduisent, si vous voulez, à quelque chose qui est, entre guillemets,
le réservoir à exploiter ou à vider et le dépotoir à remplir. Bon, enfin, on connaît tous ces exemples caricaturaux. Je crois que la nature existe, que la conscience existe, mais que ce qui nous intéresse, c'est le « et », c'est-à-dire ce qui fait le lien entre la nature et la conscience. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'il y ait cette effectivement explosion exponentielle, informationnelle, parce que peut-être notre rôle d'éducateur, ça sera d'apprendre à gérer et recontextualiser les choses. Mais en même temps, c'est prodigieux. On est tous très ravis, quand on a une question et un problème, de pouvoir avoir accès immédiatement à des données fantastiques quand même. La question, c'est le discernement. La question, c'est quelle conscience là-dedans, c'est quelle qualité de conscience. Eh bien, moi, je suis convaincu que dans la génération actuelle, qui pressent cette interdépendance et qui sont relativement à l'aise avec ces outils-là, eh bien, c'est une facilitation. Pour autant que, comme vous l'avez très bien rappelé, l'imagination soit libérée. Voilà. Et ça, c'est une clé fondamentale. Jean Petot, Jean-Marie Cardeba, peut-être, vous voulez intervenir là-dessus? Je veux peut-être un peu tempérer, pas l'optimisme, mais son enthousiasme. L'enthousiasme. Pour dire qu'il y a, à mon avis, bon, je peux dire, je suis peut-être aussi toujours le produit de ma socialisation. J'ai été le dernier assistant de Jacques Ellul avant qu'il prenne sa retraite. Alors évidemment, ça, docteur. Donc la société technicienne pour s'en remettre, qui nous a envahis là. Bon, donc c'est la dimension un peu sceptique, pessimiste et évidemment, je dirais pas catastrophiste, mais un peu crépusculaire. Elle est évidemment contenue dans l'analyse qu'a fait Ellul, et puis pas d'aujourd'hui, puisque le système technicien, enfin, la technique au l'enjeu du siècle, c'est 54 quand même. Et d'ailleurs, pardon, mais est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut parler d'Ellul comme d'un quelle a été évidemment la qualité de sa prédiction à ce niveau-là? Il n'était pas du tout, il se prétendait pas ni prophète, ni prévisionniste, ni prospectiviste. Il appliquait, j'allais dire, quelque part à son raisonnement et à sa pensée philosophique, qui était l'analyse de la technique, ce qu'il enseignait par ailleurs quand il nous faisait des cours sur Marx. Il faisait une analyse concrète de situations concrètes. Donc il partait de réalité et il disait, il constatait qu'il y avait dans les choix qui étaient posés des potentialités et en particulier une déshumanisation, une sortie du facteur humain des processus de production. Bon. Ce qui je trouve moins inquiétant... Chose qui s'est en partie réalisée, en partie pas. Oui. Ce que je trouve le plus inquiétant, c'est évidemment, il y a la démultiplication des potentialités d'information, de savoir, etc. Gérard disait, en même temps, c'est tout à fait extraordinaire parce que ça nous oblige à nous à réinterpréter et à décoder. On le voit bien dans l'affaire Wikileaks. Je parle devant un grand professionnel qui Christophe, c'est la réhabilitation de la fonction du journaliste. Puisqu'on va faire de 250 000 télégrammes qui sont littéralement incompréhensibles et inestimables, entendu au sens qu'on ne peut pas les estimer. Bien. Donc, les médiateurs, les interprètes, les traducteurs retrouvent leur fonction. Pourquoi? Parce que le danger du futur, c'est de passer, je pense, de la réflexion au réflexe. C'est-à-dire faire tout simplement qu'on soit aujourd'hui dans une espèce un réflexe immédiat qui va consister à tout de suite regarder sur Wikipédia, qu'est-ce qui se passe, regardez le nombre de conversations, je ne sais pas si ça vous arrive les uns les autres, vous êtes en train de dîner, il y a quelqu'un qui dit un truc, quand est-ce qu'il est né, machin? Je ne sais plus, hop, d'un coup, il sort sur son iPhone, immédiatement il cherche. Ça tue les conversations, ça. Parce qu'évidemment, j'allais dire, d'abord les daubeurs ne peuvent plus briller, c'est quand même terrible, mais par ailleurs, il y a un côté comme ça, finalement, tout le temps, le réflexe d'aller chercher, trouver la bonne chose. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que pour comprendre le futur, alors je sors une vraie banalité, là pour le coup, un vrai sens commun, il faut avoir l'historicité. Et moi, si j'ai un reproche à faire aux étudiants, c'est pas d'être conservateur, c'est pas d'être verrouillé dans leur tête. Je pense que quand on sort de Sciences Po, on a les outils qui permettent très vite de fabriquer les propres clés pour se déverrouiller. Et ça, on le comprend plus tard, on le comprend pas quand on sort. C'est simplement, et ça c'est nouveau, c'est l'absence de mise en perspective historique des choses. Et cette culture de l'immédiateté, cette espèce de cécité psychique sur d'où je viens, qu'est-ce qui s'est passé,
quelles ont été les causes historiques de tel ou tel processus. Ça pose quand même un sacré problème. Parce que le proverbe chinois dit « le vent souffle toujours dans la mauvaise direction pour celui qui ne sait pas où il va ». Mais si tu n'as pas la possibilité de voir d'où vient le vent, c'est-à-dire éventuellement d'avoir une connaissance un peu historique, tu es quand même un peu encalminé, on va dire. Jean-Marie Cardebas. Je tire une conclusion très désagréable. C'est que je dois être un extrêmement mauvais enseignant. En fait. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas... Alors j'exagère un petit peu, effectivement, mais j'ai quand même du mal à la déverrouiller. Encore une fois, je vais prendre un exemple. Je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit sur la perspective historique. Et effectivement, c'est un lieu commun, mais qui mérite d'être rappelé à chaque fois qu'on peut le rappeler malgré tout. Quand on parle de la mondialisation avec les étudiants, je commence par leur expliquer que c'est la seconde mondialisation et pas la première. Qu'il y a déjà eu une mondialisation au XIXe siècle, qu'elle a eu un début. On peut lui donner une date, 1846, avec la fin des lois sur l'agriculture, des lois protectionnistes sur l'agriculture en Grande-Bretagne. Il y a eu une apogée, et puis il y a eu un déclin et une fin véritablement de ce premier mouvement de mondialisation, qui est en tout point comparable à la mondialisation qu'on a connue depuis les années 80, en termes d'intensité des flux commerciaux, des flux financiers, d'interconnexion des économies, avec un grand pays émergent à l'époque, les États-Unis, dans lequel les pays développés, notamment la Grande-Bretagne et la France, sont massivement investis. Ça nous fait vraiment penser à la Chine d'aujourd'hui. D'ailleurs, les États-Unis sont devenus la première puissance. Alors, est-ce que l'histoire se répétera comme ça? Les récurrences historiques sont parfois assez têtues. Mais quoi qu'il en soit, je leur explique qu'il y a eu un début, une fin, et qu'encore une fois, rien n'est immuable. Et les étudiants aujourd'hui ont quand même énormément de mal à se projeter dans un futur qui serait un futur où il n'y aurait plus cette mondialisation que l'on connaît aujourd'hui. Il y a des écrits aujourd'hui aux États-Unis sur la déglobalisation, sur une sorte de fin de la mondialisation. C'est un futur qui ne me paraît pas complètement déraisonnable.